Bonjour François Piquemal. Bonjour. Député La France Insoumise / Nouveau Front Populaire de Haute-Garonne. Première question, selon l'asso Consommation Logement Cadre de Vie, 37% des annonces à Paris et en Seine-Saint-Denis 9.3 ne respectent pas l'encadrement des loyers. Comment tu l'analyses? Et il me semble que ton mouvement va présenter une proposition de loi en ce sens. Alors, c'est dans le programme du Nouveau Front Populaire d'avoir l'encadrement des loyers dans les zones tendues. C'est expérimenté par un certain nombre de grandes villes depuis quelques années, depuis la loi Elan. Mais ce qu'on voit, et c'est les chiffres que tu as donnés, c'est que certains propriétaires s'exemptent de respecter la loi en la matière. Donc, il y a un certain nombre de communes qui mettent en place des autorités, on va dire, de régulation, en tout cas de contrôle du fait que les propriétaires encadrent bien les loyers. Mais encore faut-il avoir des moyens humains et ce serait sûrement à l'État aussi de mettre en place les moyens humains et matériels pour faire en sorte que tous les propriétaires respectent l'encadrement des loyers, un certain nombre de normes aussi qui fassent que tu vives dans un logement digne. Par exemple, qu'on ne loue pas de passoire thermique à quelqu'un. C'est une chose sur laquelle d'ailleurs veut revenir le Rassemblement national qui lui a montré lors de ses 2 précédentes années de mandat qu'il était bien le parti des multipropriétaires qui font du profit locatif. Est-ce qu'on va vers une augmentation des villes qui laissent les multipropriétés s'installer? Alors, ce qui est certain, c'est que y a les chiffres de l'INSEE nous disent que la moitié des appartements qui sont en location aujourd'hui en France appartiennent à 3,5% seulement de propriétaires. C'est pour ça que moi, je fais bien la distinction entre des propriétaires occupants. Par exemple, tu as acheté un appartement, tu y vis, tu es propriétaire occupant. Tu as un appartement et on va dire que tu as peut-être une maison de famille et autres. Bon, tu es un petit propriétaire, mais ta maison de famille, tu en as l'usage. Et puis, il y a ce qu'on appelle les multipropriétaires, dont il faudrait fixer le ratio, mais on va dire au-delà de 4, 5, 6 appartements. Et il y en a certains qui en ont des dizaines et dont l'objectif est simple, c'est faire du profit locatif. C'est-à-dire que les loyers, par exemple, que tu payes à Paris pour un 30 mètres carrés à 1 000 euros, est-ce que c'est normal? Comment on a laissé penser que louer un 30 mètres carrés à 1 000 euros, alors que le SMIC est à 1 300, 1 400 euros, c'est normal? C'est une absurdité totale. J'ai pris l'exemple parisien parce que c'est le paroxysme, mais c'est pareil dans un certain nombre de grandes villes, Toulouse, Montpellier et autres. Tu me cites à Cannes aussi? À Cannes également. Alors Cannes, c'est la Côte d'Azur, c'est encore un autre phénomène avec beaucoup notamment de locations touristiques Airbnb, mais qui concerne aussi Nice par exemple. Et on se retrouve dans cette folie spéculative qu'on a laissé prospérer depuis les années 80 et qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens vont mettre une grosse partie, voire la majeure partie de leur revenus dans les charges de logement. Je vais te donner un exemple. Quand je suis né, il y a 39 ans maintenant, on mettait 13% de son revenu dans le logement. Aujourd'hui, si tu payes 1 000 euros à Paris pour 30 mètres carrés, allez, tu as un salaire de 2 000 euros, et ça veut dire que tu mets la moitié de ton logement. Et plus on va être dans des zones tendues, plus tu vas mettre une grande partie de tes revenus dans tes sources de logement. Tu accuses certains maires qui laissent proliférer la multipropriété de séparatisme à destination des ultra-riches cette fois. Alors, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a des phénomènes de séparatisme et de communautarisme pour préserver l'entre-soi des riches ou des ultra-riches. Quand on a des maires qui sciemment ne font aucun effort pour respecter la loi SRU qui vise à atteindre 20 à 25% de logements publics en fonction de la taille de population et qui en plus s'en vantent et disent qu'ils préfèrent payer des amendes, ces maires, ce sont pour moi des délinquants et des hors-la-loi qu'il conviendrait de sanctionner et que leurs électeurs et électrices sanctionnent aux élections. Et en plus, ils mettent en péril en fait la communauté nationale dans son ensemble, puisqu'ils ne permettent pas à un certain nombre de personnes qui ont besoin d'un logement, qui sont issues des classes populaires, mais aussi des classes moyennes, de pouvoir y accéder. Donc ils font, moi, ce que j'appelle du séparatisme, et je pense qu'il faut en finir avec l'angélisme et le laxisme vis-à-vis d'eux, et être très strict au niveau des sanctions. En avril dernier, tu avais écrit à l'ex-ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, pour que la mesure soit respectée à Toulouse d'encadrement des loyers. Est-ce que tu as eu une réponse ? Alors non, je n'ai pas vraiment eu de réponse, en tout cas satisfaisante. Il faut dire que les ministres ont défilé.
Mais Toulouse est une des seules grandes villes, avec Nice, qui a refusé d'expérimenter l'encadrement des loyers. Alors que ceux-ci ont augmenté de plus de 20% en 10 ans, qu'on a eu une augmentation de 70% de la demande HLM. On est aujourd'hui à 42 000 ménages en attente sur la métropole toulousaine. Et on est dans un cercle vicieux où en fait, comme les loyers continuent d'augmenter, eh bien, les gens se disent « je vais tenter ma chance dans le logement public ». Sauf que le logement public est déjà engorgé puisque Emmanuel Macron, qui est d'ailleurs l'ami du maire, hein, M. Moudinque, a coupé drastiquement les aides à la construction et à la rénovation de logements publics. Pourquoi? Bon, parce qu'ils ont cherché à faire des économies. Après tous les cadeaux fiscaux qu'ils ont pu faire aux ultra-riches, ils se sont dit le secteur HLM a des économies importantes grâce à un cercle assez vertueux lié notamment au livret A. Alors tout ça est un peu technique, mais qui fait qu'il y avait de l'argent dans les caisses, mais c'est de l'argent qui était utile, qui servait justement à construire du logement public, à l'entretenir, à le rénover. Et donc Emmanuel Macron a dit je vais baisser les APL et je vais le faire compenser notamment par ce qu'on appelle la RLS, la régulation des loyers. Alors je ne me souviens plus le L, mais en gros la RLS c'est un dispositif qui fait que les bailleurs sociaux doivent compenser la baisse des APL. Du coup ça fait quasiment entre 1 et 2 milliards d'euros par an qui est perdu pour les bailleurs sociaux et qui n'est pas mis, par exemple, dans l'entretien du parc de logement ou dans la construction de nouveaux logements. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'immeubles sociaux qui sont laissés en jachère. C'est en tout cas une des raisons. Il y a aujourd'hui un chiffre record, c'est 2,7 millions de ménages en France qui attendent un logement public. Et paradoxalement, on n'a jamais aussi peu construit de logements publics. Donc, il y a une problématique qui se pose et qui fait que la crise du logement s'accentue avec en bout de course ce qu'on connaît, c'est-à-dire un nombre de plus en plus grand de personnes sans abri et notamment d'enfants qui sont dans les rues. Il y en a plus de 2000 aujourd'hui, et une situation qui ne devrait pas être acceptable dans un pays comme le nôtre. François Piquemal, est-ce que l'encadrement des loyers pleinement respecté est une chimère qu'on trouvera toujours des propriétaires véreux pour se faire du fric sur le dos des locataires? Alors, je ne pense pas que ce soit une chimère, je pense que c'est une question de volonté politique qui doit être mise en place avec les moyens humains et matériels qui vont avec. Sinon, le décréter ne suffira pas, il y aura toujours des personnes qui essaieront d'enfreindre la loi. Après, ce que tu poses comme question intéressante, c'est qu'est-ce que c'est le logement? Est-ce que le logement, c'est le fait de pouvoir avoir un toit, un chez-soi, qui est une question de dignité humaine et j'ai envie de dire d'intimité liée à tout le monde, ou est-ce que c'est un produit financier? Et je pense que là, il y a deux visions de la société qui s'opposent. Nous, on considère que le logement, ça ne devrait pas être un produit financier. Ça devrait faire partie, et c'est reconnu d'ailleurs par un certain nombre de textes internationaux, comme un droit humain à part entière, comme le fait de pouvoir avoir accès à la santé, à l'éducation notamment. Donc il faut rompre avec la logique de financiarisation qui a été mise en place dans le logement. Un peu partout, il y a un excellent rapport qui date maintenant d'il y a 8 ans, qui avait été fait par la rapporteuse spéciale au logement convenable, Leilani Farah, et qui montrait comment cette financiarisation avait lieu partout dans le monde, avec notamment comme corollaire la vacance du logement. Avec des villes comme Melbourne, notamment à l'époque qu'elle citait, où un logement sur 5 était vide, notamment parce que c'était un investissement et qu'ils savaient que bon an mal an, avec le temps, le prix du foncier et de l'immobilier allait faire monter la côte et qu'ils n'avaient même pas besoin de l'occuper. Aujourd'hui, 30 septembre, s'ouvre le procès des assistants parlementaires européens du FN, ancien nom du RN, qui vise notamment Marine Le Pen. Marine Le Pen qui risque du coup l'inéligibilité. Qu'est-ce que tu attends de ce procès? Bon, j'attends que la justice fasse son travail. Après, je n'ai pas étudié dans le détail, je t'avoue, la question de ce qui est reproché exactement. On sait déjà que le RN a eu des pratiques plus que limites sur cette question-là, comme le MoDem aussi a été mis, François Bayrou et certains dirigeants du MoDem ont été jugés l'année passée. Là, on est sur des sommes qui, me semble-t-il, sont beaucoup plus importantes en termes de ce qui aurait été, je mets au conditionnel, détourné par le Rassemblement national. Maintenant, moi, j'attends juste de voir les résultats de la procédure judiciaire. Est-ce que ça peut renforcer le RN, sachant que Marine Le Pen compte quand même sur ce procès pour s'affirmer
politiquement, parce qu'elle va quand même beaucoup prendre la parole en lieu et place parfois même de ses propres avocats, ou est-ce que ça peut porter un coup stratégiquement définitif au RN? Je pense qu'elle va effectivement jouer son rôle de victime, comme elle sait le faire à certains moments. Alors après, je pense que ce qui porterait un coup au RN, c'est déjà de ne pas avoir les relais médiatiques qui existent dans les médias mainstream détenus par des grands financiers qui partagent ces thèses et ces idées et qui les diffusent amplement auprès de la population. Donc je pense que le grand point d'appui du Rassemblement national en ce moment, il est là. Et puis après, c'est de proposer une alternative émancipatrice à la politique d'Emmanuel Macron. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire avec la France insoumise et le nouveau Front populaire. Jean-Luc Mélenchon a appelé ton mouvement à mobiliser la jeunesse et les quartiers. Tout le reste, on perd notre temps, je cite. Oui, il a dit cette petite phrase qui a été, voilà, comme d'habitude, coupée, extrapolée. Ce n'est pas du tout le propos de Jean-Luc Mélenchon quand on l'écoute longuement. D'ailleurs, il était ce week-end à Mende, en Lozère. Donc, c'est quelque chose qui l'intéresse vraiment. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Nous, on n'oppose pas la ruralité à la question de ce que vivent les populations en zone urbaine. Je pense qu'il y a des choses communes, notamment la désertion des services publics qui touche tout le monde sur le territoire. Et on avait fait une proposition de loi de retour de personnes humaines dans les services publics puisque maintenant tout est dématérialisé ou alors on te dit d'appeler un numéro vert. Donc il y a cette question-là qui est comment on reprend du terrain, y compris sur les lieux de liens humains et de sociabilité, mais ça vaut dans la ruralité comme en zone urbaine où parfois tu n'as aucun lieu de sociabilité, notamment pour les personnes. Et puis, il y a la question que tu as soulevée, c'est celle des jeunes et des quartiers populaires, ce que nous on appelle le 4e bloc, c'est-à-dire le bloc abstentionniste, dont on sait qu'il faut aller convaincre les gens de l'utilité d'aller voter aux prochaines échéances si on veut avoir une victoire nette. Comment mobiliser la jeunesse à voter alors qu'elle a vu l'arrivée d'un gouvernement de droite dur alors que le nouveau Front populaire est arrivé en tête des législatives? Alors ça, c'est une bonne question parce que au-delà de la jeunesse, je dirais de manière générale, comment motiver les personnes qui vont dire « ouais, j'ai été voté, ça ne sert à rien, regardez ce qui s'est passé ». Et ce discours-là, on l'avait avant le coup autocratique de M. Macron. C'est-à-dire moi, depuis que j'ai commencé à faire des campagnes électorales, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 4 ans à peu près, j'entends dire oui, mais j'ai voté à gauche. Alors à gauche, c'est sous-entendu François Hollande. J'ai voté à droite et ça ne change rien. Et on paye dans l'abstention le fait que, par exemple, le quinquennat Hollande était une catastrophe sociale. On le paye totalement. Moi, ce que j'ai tendance à dire aux gens, c'est que je fais une allégorie. Le droit de vote et l'élection, déjà, c'est une facette de la participation démocratique de chacun. Ensuite, c'est de l'endurance en fait. La vie, la politique, la lutte, c'est de l'endurance. C'est une course de fond. Course de fond. Et on sait très bien que nous, dans notre camp, quand je dis notre camp, c'est celui de celles et ceux qui aspirent à un monde meilleur, plus égalitaire, de la planification écologique. Nous n'avons ni les puissances financières de notre côté, ni les puissances médiatiques. Donc tout est plus compliqué pour nous. Et tout est d'autant plus compliqué qu'ils instillent le fatalisme chez celles et ceux qui pourraient venir nous aider. Donc moi, j'ai toujours tendance à replacer le débat à ce niveau-là et dire que des victoires sont possibles. La preuve, je vais prendre Toulouse. En 2017, on n'a eu que des députés macronistes. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une députée macroniste. Le reste, c'est des députés du nouveau Front populaire, dont 3 députés de la France insoumise. Donc ça prouve que des victoires sont possibles. Après, on les aimerait beaucoup plus larges, à l'échelle du pays et à l'échelle de la ville. Mais ça, il faut que tout le monde se mobilise et tout le monde est responsable en fait. Quand tu vas voter, tu ne vas pas voter que pour toi-même. Ça, déjà, je pense qu'il faut commencer là. Moi, quand je vais voter, je me suis ôté l'idée que c'était pour moi-même et ma pureté personnelle. Tu vas voter parce que quelque part, tu es responsable de ce qui va se passer pour toi, mais pour tous les autres. Et c'est pour ça que beaucoup de gens étaient votés d'ailleurs la dernière fois. Il y avait l'idée du barrage au RN et qu'on ne voulait pas de cette société-là. Et donc,
L'alternative, c'était le nouveau Front populaire qui en plus était uni. Donc je pense vraiment, moi je n'ai plus du tout un discours comme j'ai pu l'avoir au début de compréhension ou d'empathie vis-à-vis de l'abstention. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte en fait à quel point ils ont du pouvoir, pas seulement par leur vote, mais par leur mobilisation militante. Et c'est à ça qu'il faut entraîner les gens. C'est pas juste leur dire va voter une fois, c'est tu dois venir avec moi pour encourager tout le monde à voter. Parce que là, tu n'auras pas qu'une voix, ça veut dire que tu en auras plusieurs. Ça m'amène à une autre question. Comment le nouveau Front populaire, la France insoumise, plus globalement la gauche, peut se présidentialiser? Parce qu'on a l'impression qu'il y a encore un step, un palier à passer de présidentialisation de la gauche. Ah, c'est une question compliquée parce que nous, on est un peu contre la présidentialisation. Quand je dis nous, c'est la France insoumise. Oui, mais il faut en passer par là, pour le coup. Et c'est tout le grand paradoxe auquel on est soumis. On est pour la 6e République, c'est-à-dire refonder les institutions démocratiques de notre pays à travers un nouveau contrat social avec les habitantes et les habitants, puisqu'on est face à des abstentions massives à certaines élections, et puis à de la défiance vis-à-vis des institutions. Et pour ça, on est obligé de passer par le système de la 5e République, si on veut y parvenir. Et le système de la 5e République, c'est une élection maire, qui est l'élection présidentielle, où tu as une personnification des candidates et des candidats qui est très important. Donc une présidentialisation. Donc tu es obligé de passer par là, parce qu'à la fin, l'élection est ainsi faite que tu votes quand même pour une incarnation. Il y a le programme, bien sûr, c'est très important, mais il y a aussi la question de l'incarnation qui joue beaucoup. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on essaye de faire avec Jean-Luc Mélenchon. Ça peut être peut-être demain d'autres incarnations, on ne sait pas ce que l'avenir nous dira. On est d'accord, Jean-Luc Mélenchon va se représenter. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas parler à sa place. Je pense que si les élections présidentielles avaient lieu demain, ce serait le meilleur candidat pour la gauche. Ça, c'est mon avis personnel. Après, elles n'auront peut-être pas lieu demain, peut-être en 2027. 2027, c'est dans 2 ans et demi. Et on a vu que les événements politiques se succèdent les uns aux autres et peuvent venir chambouler beaucoup de choses. Donc moi, je ne veux pas parler à la place de Jean-Luc Mélenchon. Je vous ai donné mon avis personnel sur la question. Mais en tout cas, ce qui est contradictoire, c'est Jean-Luc Mélenchon ou non, c'est qu'on est obligé de passer par une incarnation présidentielle pour se défaire du présidentialisme. C'est compliqué, hein, mais on y travaille. Comment convaincre les jeunes à aller voter, notamment dans les quartiers populaires, après ce qu'on a vu après les élections législatives, un nouveau Front populaire qui sort en tête de ces élections, mais pourtant un gouvernement qui n'a jamais, qui a depuis très longtemps été aussi à droite. Comment les convaincre, tout simplement? C'est sûr que ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, qui décide une dissolution, qui laisse très peu de temps pour avoir la campagne, parce qu'il avait un projet cynique que tout le monde a compris, c'était que M. Bardella se retrouve Premier ministre. Manque de chance pour lui, le nouveau Front populaire arrive à se constituer, un programme, une première ministre, Lucie Castet, et une victoire aux élections législatives, parce que même s'il n'y a pas de majorité absolue, le premier bloc qui arrive en tête, c'est le nouveau Front populaire, contre tout ce que disaient les sondages auparavant. Et suite à ça, on s'attend au moins qu'il respecte la démocratie, après avoir s'être comporté un petit peu comme un forceur de celle-ci. On propose une première ministre, donc Lucie Castet, un programme, une coalition qui est prête à gouverner. Son rôle aurait dû être de dire vous êtes arrivé en premier, constituez un gouvernement, et puis après la démocratie parlementaire vivra. Si vous êtes censuré rapidement, vous êtes censuré rapidement et on arrivera sur une autre hypothèse. Il a refusé cela. Mais lui, son argument, c'était qu'il n'avait pas envie de retarder le fonctionnement des institutions et qu'il fallait aller au plus vite. Je ne me fais pas l'avocat de Macron. Oui, bien sûr, ouais, je me doute. Mais regarde, si c'est ça son hypothèse, ça fait maintenant plus de 2 mois qu'en fait, rien n'a avancé à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un faux argument. Alors qu'on aurait pu avancer cet été sur des mesures concrètes qui auraient amélioré la vie des gens. L'augmentation du SMIC, par exemple. Le blocage des prix des produits de première nécessité, l'encadrement des loyers, on en a parlé tout à l'heure. Donc, on est dans cette situation où, à mon sens, et c'est ce que j'ai beaucoup comme retour des gens avec qui je discute à Toulouse, Emmanuel Macron est disqualifié. Les gens le traitent au mieux d'autocrate, au pire de dictateur. Et quand on propose aux gens de le destituer,
Je n'ai aucune personne aujourd'hui qui m'a dit « Ah non, je ne veux pas destituer Emmanuel Macron ». Au mieux, ils signent la pétition, au pire, ça les fait rigoler, ils disent « Ah bah pourquoi pas, mais bon, ça va être compliqué ». Donc, il y a une détestation d'Emmanuel Macron dans le pays qui est terrible pour lui. Et sa manière de se comporter de manière autocratique nous fait en plus être la risée d'un certain nombre de pays étrangers qui se disent « Mais qu'est-ce qui se passe en France ? Le pays de la révolution des droits de l'homme qui donne des leçons de démocratie ici ou là. Regardez ce que fait le président de la République. » Alors après, tu poses une bonne question qui est, face à cette situation qui est quand même, qui peut être assez, comment dire, désappointante ou dégoûter les gens, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, qui m'ont dit « Ouais, mais on a été votés, on a été nombreux à aller voter. » C'est vrai que pour une élection législative, il y a eu beaucoup de participation. On a gagné et en fait, ils s'en fichent. Il faut faire quoi? Bon, nous, on est un mouvement de révolution citoyenne qui s'exprime par les urnes. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut prendre la revanche lors des prochaines élections qui arrivent. Il y a les municipales, ensuite il y aura les présidentielles, les législatives et peut-être avant tout ça, une nouvelle dissolution, voire une destitution. Et pourquoi pas, on ne sait jamais avec lui, une démission d'Emmanuel Macron. Donc, il faut se parer à tout. On entre dans une période, à mon avis, de haute intensité politique. Et bien sûr que le vote en lui-même est une des parties de la démocratie. Il y a après le mouvement social, les manifestations qui peuvent être organisées par les syndicats ou les collectifs, ou même peut-être aura-t-on des mouvements spontanés qu'on n'attend pas, comme on les a eus par le passé, notamment avec les Gilets jaunes. Je pense que là, il faut se parer à toutes les hypothèses et en tout cas mettre la pression de toutes parts pour qu'Emmanuel Macron soit amené à changer son fusil d'épaule ou à s'en aller. Est-ce que tu penses que les récentes déclarations, notamment de Bruno Retailleau sur l'immigration, qui est notamment favorable à la double peine, vont mettre le feu aux poudres? Et autre question, Michel Barnier va faire son discours de politique générale demain, 1er octobre. Quelles seront les mesures qui vont être engagées par la France Insoumise lors de ce discours? Est-ce qu'il y aura blocage? Est-ce qu'il y aura peut-être suspension de séance, départ de l'Assemblée? Bon, il y a une chose quand tu présentes Bruno Retailleau, c'est un peu la figure qui est mise en avant parce qu'elle est assez archétypale de ce gouvernement. C'est-à-dire quelqu'un de réactionnaire qui a des propos qui sont proches du Rassemblement national, qui correspondent totalement aux thèses du Rassemblement national. Est-ce qu'il est raciste? Moi, je dirais que oui, M. Retailleau, alors je n'ai pas de citation précise, je préfère m'appuyer sur une citation précise, mais je dirais que s'il n'est pas raciste, en tout cas, il en est voisin, quoi. Donc voilà. En plus, bon, quelqu'un qui s'étouffe pas, enfin, moi j'ai redécouvert un peu M. Retailleau quand il a été nommé ministre de l'Intérieur. Quand on voit qu'il s'est illustré en trichant à Interville il y a quelques années, proche de M. De Villiers au Puy du Fou, bon, ça donne une idée un peu du personnage. Et après, il arrive au ministère de l'Intérieur, de l'ordre. Et franchement, ce n'est pas le ridicule qui a l'air de l'étouffer, quoi. Donc, bon, on va voir. Il y a M. Retailleau et puis il y en a d'autres. Je crois qu'il y a la moitié des ministres, notamment, qui ont pris position contre le mariage pour tous. C'est dire le niveau de réaction qu'on peut avoir. Et de toute façon, on sait aussi que ce gouvernement a été d'une certaine manière validé par Marine Le Pen et le Rassemblement national pour pouvoir ne pas être censuré tout de suite par ses troupes. Alors nous, la France Insoumise et plus largement les composantes du NFP, notre rôle, c'est de déposer une motion de censure parce qu'on pense que ce gouvernement est illégitime démocratiquement et qu'en plus, nous, on a quelque chose à proposer qui va aider dans la vie des gens, c'est le programme du nouveau Front populaire mis en application par Lucie Castet et son gouvernement. 11 millions de Français électeurs du RN. Est-ce que la France est en passe de redevenir raciste? Je pense qu'il y a du racisme dans notre pays. Il y a du racisme structurel envers les musulmans. Ça, c'est clair et net. Quand à longueur de temps, on a des discours islamophobes sur les antennes ou sous-entendus par un certain nombre de responsables politiques, pour moi, j'appelle ça du racisme structurel. Et puis, il y a les racismes qui ont toujours existé et qui existent encore malheureusement dans le pays. L'antisémitisme, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles et qui est un cancer de notre société. Et il y a des formes de racisme différentes, je ne vais pas toutes les énumérer. Donc,
Est-ce qu'il y a du racisme en France? Oui, il y a du racisme en France. Est-ce qu'il y a des personnes racistes en France? Oui, il y a des personnes racistes en France. La question, c'est maintenant comment on combat ça. Moi, je pense qu'on le combat, le racisme et toutes les formes d'ailleurs de discrimination se combattent évidemment dès le plus jeune âge si possible pour déconstruire les préjugés qui peuvent exister ou qui sont inculqués aux personnes. Et puis, ça se combat par la preuve. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, dans les grandes villes, le Rassemblement national est très limité. C'est que les gens ils vivent la créolisation de manière active. C'est-à-dire, tu es à Toulouse, c'est une ville créolisée. C'est la capitale de l'exil espagnol, 10% de la population environ est d'origine espagnole. Tu as des gens qui sont venus de partout. La résistance toulousaine, c'est énormément d'Italiens, de Polonais, de gens qui sont venus d'Algérie. Donc, quand on vit en ville, on se rend compte que la créolisation et que les influences qui la composent de partout et à tous les niveaux nous composent et constituent nos identités au pluriel. Par contre, quand tu es dans un endroit, on va dire une petite commune éloignée de la grande ville, où déjà tu peux te sentir un peu déclassé parce que la manière dont on te traite aussi médiatiquement, c'est qu'on ne te traite pas en fait, ou très peu ou de manière caricaturale. Et ce que tu vois aux informations, si tu regardes CNews ou BFM en permanence, tu as l'impression qu'il y a les prémices de la guerre civile partout dans les grandes villes. Alors que ce n'est pas le cas. Mais ça crée un climat et une ambiance qui est délétère et qui a tendance à créer du repli sur soi. Dominique Pellico n'est pas un monstre, c'est un pur produit du patriarcat, pouvait-on lire sur une pancarte d'une manif de soutien à Gisèle Pellico à Toulouse. Oui. Toulouse. Est-ce que ce patriarcat-là part-il de l'éducation? Bien sûr, il part de l'éducation et il part de décennies et de siècles de domination masculine qui a été construite, qui est rentrée dans nos normes au point que c'est devenu quelque chose même qui est de l'ordre de l'impensé. Donc je pense que nous les hommes, effectivement, on fait partie du problème et tout le monde. Et donc il faut réfléchir à la question d'attitudes qu'on peut avoir et qui sont des attitudes sexistes, même sans qu'on ne pense pas qu'elles sont sexistes. Donc je pense qu'il y a un aggiornamento à faire totalement sur la société, sur la question du patriarcat. Moi, j'ai eu la chance d'être à la fac du Mirail dans les années 2005, 2006, 2007 jusqu'à 2010, où il y avait des militantes étudiantes qui avaient un discours contre le patriarcat. Et donc j'ai été sensibilisé à ces questions-là. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, loin de là, mais au moins j'ai pris conscience de certaines choses. Et puis après, j'ai eu un cheminement qui m'a fait rencontrer des personnes qui m'ont fait réfléchir dessus. Mais le chemin, il est continu, il n'est jamais terminé. Donc je pense qu'il y a un véritable problème dans le pays par rapport à ça. Il suffit de voir le nombre de féminicides par année et en plus… Par jour? Par jour, oui. Et les associations ne sont pas aidées. Je prends l'exemple du planning familial 31 à Toulouse. Il leur manque 40 000 euros pour boucler leur budget et continuer leurs actions de prévention et d'accompagnement, notamment des femmes victimes de VSS. Et aujourd'hui, les institutions ne répondent pas à l'appel, alors que c'est ces associations-là qui peuvent être la pointe de la lutte du combat contre le patriarcat. François Piquemal, une question sur le Liban. L'armée israélienne continue de pilonner le territoire. Un deuxième Français a été tué hier à Beyrouth. Gaza, maintenant Beyrouth. Qui peut arrêter Netanyahou et qu'est-ce qu'il faut faire pour la désescalade? Qui peut arrêter Netanyahou? C'est une bonne question parce que, moi je pense que déjà la France et les États-Unis devraient prendre leurs responsabilités. Avoir déposé une résolution à l'ONU, c'est une chose. Maintenant, cesser la livraison d'armes ou de n'importe quelle d'ailleurs composante d'armes, je pense que c'est nécessaire. Et que là, M. Netanyahou est en train d'entraîner Israël, mais aussi l'ensemble de la région dans quelque chose qui est sans fin et qui est dévastateur pour actuellement, mais aussi pour les décennies à venir. Je pense que Netanyahou, il est en train à la fois de cacher son échec à Gaza, puisque le but initial, c'était quand même de dire qu'il allait libérer les otages. On arrive à quasiment une année de bombardement intensif de Gaza. Pour quel résultat? Est-ce que tous les otages ont été libérés? Non. Certains sont même morts sous les bombardements.
Et le moment où il y a eu les libérations d'otages les plus efficaces, ça a été quand il y a eu une trêve. Parallèlement à ça, on a de 40 000 à 100 000, 200 000 morts, on ne sait pas, qui gisent aujourd'hui sur le sol de Gaza. Donc oui, je pense que moi, j'ai aucune crainte à parler aujourd'hui de génocide pour ce qu'a fait M. Netanyahou à Gaza. Pour moi, c'est un criminel de guerre, au même titre que les membres du Hamas qui ont agi le 7 octobre. Et à ce titre, il doit être jugé par la communauté internationale et sévèrement puni. Et ce qu'il sait aussi, c'est que la guerre est son assurance vie. Donc d'une certaine manière, il continue la guerre et aujourd'hui, il la déporte au nord vers le Liban pour entraîner toute la société israélienne dedans et se sauver lui-même. Mais avec quels dégâts humains, c'est terrible ce qu'on est en train de voir et de vivre. Et comment tu réagis quand tu entends Raphaël Enthoven, qu'on a reçu ici, dire qu'Israël est un dé à coudre démocratique et qu'il était nécessaire pour Israël de continuer à acheter des armes de la France et des États-Unis, notamment, même si en plus Emmanuel Macron dit que la France ne vend pas tant que ça des armes à Israël? Alors, je n'ai pas écouté tous les propos de Raphaël Enthoven, donc je ne saurais pas trop comment réagir précisément à la citation que tu viens de me faire. Mais déjà, moi, je veux dire quelque chose, c'est que tous les Israéliens ne soutiennent pas Netanyahou et ne soutiennent pas sa guerre. Et donc ça, il faut en prendre conscience. Et j'ai lu récemment un article du Courrier international qui relatait les propos d'un diplomate israélien qui expliquait comment M. Netanyahou n'a rien fait et ne veut pas trouver une solution de paix à court ou à moyen terme. Et cela au détriment des otages qui sont aujourd'hui à Gaza et évidemment de la population gazaoui qui est massacrée. Donc pour moi, il y a vraiment plus rien à... Enfin, on ne peut plus rien trouver à M. Netanyahou. Ceux qui essayent encore de trouver quelque chose, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Je pense que là, il est plus que temps. Ça fait des mois et des mois qu'on le dit. Moi, j'ai fait partie de la délégation qui est partie à Rafah, de la délégation parlementaire. C'était déjà une catastrophe. Et on laisse courir comme ça. La communauté internationale, certains pays comme l'Afrique du Sud ont le courage de dire les choses, comme l'Espagne également. Et par exemple, la France, il serait peut-être temps, M. Macron, de reconnaître officiellement l'État palestinien et de dire qu'on arrête toute collaboration avec l'État israélien, étant donné la politique qui y est menée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Blonde.